Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Un nouveau sommet pour relancer la lutte contre le réchauffement climatique, organisé demain par la France, quelques jours à peine après la COP23. Il doit permettre de trouver les financements nécessaires à la mise en œuvre de l'accord de Paris, en suspens depuis le retrait des États-Unis. Le débat à suivre. Laurent Wauquiez, largement élu à la tête des Républicains, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut défendre une droite qui assume ses valeurs, mais devra aussi parler à son aile modérée. Peut-il réussir le pari du rassemblement? On posera la question à nos invités dans un instant. Benyamin Netanyahou à Bruxelles, c'est le premier chef de gouvernement israélien à se rendre auprès des institutions européennes depuis 22 ans. Pour lui, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump rend possible la paix au Proche-Orient. L'analyse d'Henri Lorenz dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à tous nos débats avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Oriane Mancini en direct d'Ajaccio, Saveria Rojek et Tam Trani en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, on va retrouver Saveria Rojek qui suit pour nous les débats autour du projet de loi de finances depuis la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, cela fait 2 semaines que les sénateurs examinent ce texte. Il sera d'ailleurs voté demain. Que faut-il en retenir ? Absolument Delphine, vous l'avez dit, c'est la dernière ligne droite pour ce budget, un budget que les sénateurs ont profondément modifié parmi les mesures phares prévues par le gouvernement et modifiées par les sénateurs. Il faut bien sûr retenir l'impôt sur la fortune immobilière qui a été totalement supprimé par les sénateurs. Idem pour la fin progressive de la taxe d'habitation. Les groupes LR et centristes ont voté pour, les groupes PS et communistes ont voté contre, tandis que les groupes En Marche, les indépendants et les radicaux se sont abstenus. Les députés, bien sûr, devraient rétablir ces 2 mesures phares du budget. En ce qui concerne la seconde partie du projet de loi de finances, celle qui concerne les dépenses, les sénateurs ont notamment rétabli la réserve parlementaire supprimée par la loi pour la confiance dans la vie publique. Ils ont également rejeté plusieurs missions importantes, des budgets qui paraissaient à la majorité sénatoriale insincères. Je pense à l'agriculture, à la justice, la mission immigration, asile et intégration, la mission sécurité ainsi que les crédits travail et emploi. Alors vous l'avez dit Delphine, demain le Sénat se prononcera par un vote solennel sur l'ensemble du projet de loi de finances. Une commission mixte paritaire sera ensuite convoquée bien sûr pour tenter de trouver un texte commun aux 2 assemblées. Peu de chance bien sûr, peu de chance Delphine que cette CMP aboutisse. Merci à vous, Saveria, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Je vous le disais en titre, près de 2000 participants, représentants d'État ou acteurs économiques venus du monde entier seront réunis demain en région parisienne pour un nouveau sommet climat. L'enjeu pour Emmanuel Macron est de taille. Le président de la République a en effet promis de faire appliquer l'accord de Paris après le retrait des États-Unis. Il faut donc trouver des financements. Jérôme Rabier. Make our planet great again. 6 mois après sa réponse au retrait américain de l'accord de Paris, Emmanuel Macron veut dépasser le slogan pour passer aux actes. Dès juillet, le président français lance l'idée d'un grand sommet à Paris pour célébrer les 2 ans de l'accord, mais surtout débloquer des fonds pour la cause climatique. En septembre, à la tribune de l'ONU, il réaffirme l'ambition française dans ce domaine. Je respecte profondément la décision des États-Unis et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en œuvre l'accord de Paris. Le mois dernier, pour la COP23, il est avec la chancelière allemande, un des rares chefs d'État à faire le déplacement, pour rassurer la communauté internationale après le désengagement financier des États-Unis. Je souhaite donc que l'Europe se substitue aux Américains, et je veux ici vous dire que la France sera au rendez-vous. Alors que la signature de l'accord de Paris a été pour François Hollande une des grandes réussites du quinquennat, Emmanuel Macron veut continuer à porter cet engagement français. Faute de nouvelles COP en France, l'Élysée organise son propre sommet pour s'affirmer en leader de la cause climatique.
On en vient maintenant aux élections territoriales en Corse. Le second tour a confirmé la large victoire de la liste nationaliste. Elle obtient 56,5% des voix, malgré une abstention élevée. Son leader, Gilles Simeoni, est en position de force et appelle Paris à ouvrir un véritable dialogue sur l'autonomie. Oriane Mancini avec Quentin Calmi. À peine les premiers résultats connus, les militants nationalistes exultent et soulèvent leurs deux leaders. Arrivé largement en tête avec plus de 50% des voix, le camp de Gilles Simeoni disposera dans la nouvelle collectivité unique de la majorité absolue. Un jour historique pour ces militants nationalistes. Oui, c'est le combat de 50 ans de lutte qui en fin de compte, ont donné les résultats. Au fil des heures, les premiers résultats se confirment. Gilles Simeoni jubile. Dans son discours, il fait applaudir ceux qu'il appelle les prisonniers politiques. Et un mot bien sûr pour tous les prisonniers politiques, pour leurs familles, et pour leur dire que cette victoire est la leur aussi, et que nous les attendons parce que leur place est ici, dans leur terre de Corse, aux côtés de leurs familles et aux côtés des leurs. De son côté, Jean-Guy Talamoni s'affiche ostensiblement avec Charles Pierry, l'ex-cadre sulfureux du FLNC. Selon lui, ce score établit désormais un nouveau rapport de force. Paris doit rompre avec la politique de l'indifférence que nous avons connue pendant 2 ans de mandature. Nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de prendre en compte la volonté des Corses exprimée de manière éclatante à l'occasion de 3 élections successives en 2 ans. Il est indispensable maintenant de s'engager vers un dialogue qui sera fructueux et profitable aux 2 parties. Après l'annonce des résultats, Gilles Simeoni et Édouard Philippe se sont parlé au téléphone. La première étape d'un dialogue très attendu par le camp nationaliste. Et on va retrouver Oriane Mancini depuis Bastia. Je le disais, Oriane, Gilles Simeoni est donc en position de force. Il appelle Paris à ouvrir un véritable dialogue sur l'autonomie. Pour les nationalistes, cette large victoire rend nécessaire un geste fort de la part de l'État. Depuis des mois, ils dénoncent la surdité, voire l'hostilité de l'État. Et dès hier soir, un tournant semble s'être amorcé dans les relations entre l'État et l'exécutif corse. Peu après 22h, Édouard Philippe a appelé Gilles Simeoni, un geste auquel le leader nationaliste a été très sensible, nous a-t-il dit. Tous deux sont convenus de se voir très rapidement sans pour autant fixé de date et tous deux ont prôné un dialogue apaisé. Jamais les conditions n'ont été aussi favorables pour que la question corse se règle de façon apaisée, dit le nationaliste. Et fort de sa légitimité démocratique, Gilles Simeoni compte bien peser dans les négociations pour faire aboutir ces revendications. Alors il y en a auxquelles le gouvernement pourrait accéder, comme celle d'une plus grande autonomie fiscale. Et puis il y en a d'autres qui semblent beaucoup plus compliquées à faire aboutir. La co-officialité de la langue corse, la mise en place d'un statut de résident, le règlement de la question des prisonniers dits politiques ou encore la reconnaissance juridique du peuple corse. Voilà les dossiers qui sont désormais sur la table. Et puis l'autre chantier qui attend Gilles Simeoni, c'est la mise en place de la collectivité unique, fusion des 2 départements et de la région. Une collectivité qui sera effective au 1er janvier prochain. Collectivité qui compte plus de 830 millions d'euros de dettes. Vous le voyez, malgré sa large victoire, pour Gilles Simeoni, le plus dur ne fait sans doute que commencer. Merci à vous, Oriane. C'est le nouvel homme fort de la droite. Laurent Wauquiez, 42 ans, a été élu hier président des Républicains avec 75% des voix. C'est une élection dans un fauteuil, mais le plus dur commence à présent pour lui. Il va devoir reconstruire un parti en proie aux divisions et aux luttes intestines. Ce matin, il a rencontré Bernard Accoyer, secrétaire général sur le départ, Cécile Sixou. Laurent Wauquiez qui obtient 73 500. Euphorie au QG de Laurent Wauquiez. Il n'y aura pas de second tour. Leur candidat a été élu avec près de 75% des voix. Bravo, Wauquiez, bravo! Un homme intelligent. S'il y a un truc à dire, il le mérite. C'est cohérent, il a fait une campagne de terrain, il a été voir tout le monde. On va avoir quelqu'un qui ne va pas confondre les valeurs de droite et les valeurs de gauche et qui aura le courage d'assumer ce que la droite doit faire pour relever la France.
Surprise de la soirée, la participation. Avec près de 100 000 votants, c'est un succès pour l'équipe du gagnant. Avec ce taux de participation important, c'est la ligne politique défendue par Laurent Wauquiez qui est majoritaire, largement. La participation qui flirte avec les 100 000 votants, alors qu'on nous avait dit que ça n'intéressait personne, c'est quand même très important. Quand on reprend les participations des élections internes aux Républicains ou à l'UMP, on voit bien qu'on est dans un très bon score. Quelques minutes plus tard, le nouveau président du parti savoure sa victoire auprès de ses supporters. Vous avez envoyé un message qui est un message sans ambiguïté. Oui, ce soir, nous pouvons dire la droite est de retour. Nous étions divisés et nous avions déçu les Français. Eh bien, je veux avec vous tourner ces pages. Nous allons tout reconstruire. Nous allons tout renouveler avec des nouveaux visages. Et surtout, nous allons tirer les leçons de nos échecs. Pour construire le parti, le message est clair, Laurent Wauquiez veut rassembler la droite. Oui, je crois qu'il saura rassembler. C'est aussi quelqu'un qui a des idées bien ancrées. Et c'est tant mieux, il faut un président des Républicains qui ne soit pas au tiède. Sinon, ça ne marchera pas. On a absolument besoin d'un responsable qui remette le parti debout. Parce que ce parti aujourd'hui, il est forcément, après les échecs que nous avons vécus, traumatisé, déstabilisé. Et il est absolument nécessaire de faire ce travail de fond. Tendre la main aux perdants, Maëlle de Calan et Florence Portelli, éliminés dès le premier tour avec 9 et 16% des voix, espèrent, eux, pouvoir peser sur la ligne du parti. Pour le moment, nous sommes dans l'expectative. On ne la connaît pas trop, sa ligne sur la réforme du parti, puisqu'il n'en a pas parlé pendant la campagne. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de débat. Eh bien, on va voir ce qui se passe dans les jours à venir. Et puis, on lui donnera quitus une fois que les choses auront été faites. On ne peut pas s'engager sur des choses qu'on ne connaît pas. S'engager, réunir la droite et laisser place à la nouvelle génération. Voilà les chantiers qui attendent le nouveau patron des Républicains. Et avant de débattre avec mes invités, on retrouve Tam Tranui en direct de la salle des conférences pour une première réaction avec vous. Tam Tranui, je le disais, est votre invité, le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Oui, Roger Karoutchi, avez-vous confiance en Laurent Wauquiez pour rassembler votre famille politique, pour la remettre debout? Le plus dur reste à faire. La victoire est large. La mobilisation est beaucoup plus forte que certains ne craignaient. C'est donc déjà 2 signaux forts qui sont donnés. Maintenant, tout est entre les mains de Laurent Wauquiez. Le nouveau président a la capacité, je pense la volonté, de rassembler, d'ouvrir, de faire en sorte que toutes les sensibilités soient représentées. Il l'a dit pendant sa campagne, il l'a redit hier soir et ce matin. Voilà, il n'y a pas de raison de douter de ça. Donc je pense que l'alarmisme de certains est un peu prématuré. Attendons de voir les gestes dans les jours qui viennent, de manière à réunifier les familles. Mais son élection est déjà accueillie par le silence assourdissant de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand, de Christian Estrosi. Tous ces représentants de la droite modérée ne sont pas au rendez-vous, même pas un petit tweet pour accueillir Laurent Wauquiez comme nouveau président des Républicains. Je pense que ce qui est normal, c'est qu'ils attendent. Il n'était pas candidat, il y a eu un peu de critiques de part et d'autre au tout début de cette campagne. C'est donc assez logique qu'un certain nombre de nos leaders attendent de savoir ce que veut faire le président. C'est lui qui a la main. C'est lui qui l'a tendu d'ailleurs la main hier, et c'est lui qui, j'imagine, aujourd'hui, demain, va appeler les uns les autres, voir avec les uns les autres comment on peut bâtir un avenir commun. Ce serait l'intérêt de personne, sincèrement, de se dire on reste entre chapelles et on ne se parle pas, et ça n'est l'intérêt de personne, pas plus de ceux qui n'ont pas été candidats que de celui qui a gagné, de ne pas réunifier tout le monde. Certains dessinent en tout cas déjà des lignes rouges. Dominique Bussereau, ce matin, a dit être d'accord avec Alain Juppé, avec Jean-Pierre Raffarin. Aucun rapprochement avec le Front National, aucun flirt éhonté avec Sens Commun, un engagement européen sans faille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, sur la ligne rouge, qui a duré d'ailleurs pendant toute cette campagne, à savoir pas de lien, pas de discussion, pas de rapprochement avec le Front National, Laurent Wauquiez lui-même l'a dit à plusieurs reprises, donc je ne vois pas pourquoi il faut le redire et le redire comme si c'était cette campagne une ancienne... très centrée sur la question de l'immigration. Non mais attendez, a montré des points communs avec sauf erreur de ma part, la droite a le droit de parler de l'immigration, de la sécurité, des problèmes de nation, des problèmes de drapeau. On a encore le droit d'en parler, heureusement. Donc,
que Laurent Wauquiez parle de ces sujets, il a raison de le faire, parce que ce sont des sujets qui interpellent tous les Français. Sauf que nous ne disons pas la même chose que le Front National sur bien des sujets en la matière. Donc, oui, nous nous exprimons sur des sujets régaliens forts, mais nous n'avons pas le même discours, pas la même position, donc très bien. Un mot sur les centristes. Jean-Christophe Lagarde avait annoncé avant même l'élection de Laurent Wauquiez que s'il était élu, eh bien, c'était fini. C'est fini donc la grande famille de la droite et du centre? Ah ben ça, je ne sais pas. Nous sommes à l'intérieur des Républicains, déjà, la droite et le centre. Alors après, avec l'UDI, ça a toujours été « je t'aime moi non plus ». Là, c'est moi non plus. Donc là, c'est si c'est moi non plus, on verra bien. Mais bon, nous ne sommes pas mêlés des élections internes à l'UDI. Je propose à l'UDI de ne pas se mêler des élections internes aux Républicains et de faire en sorte qu'ensuite on bâtisse des projets communs de parti à parti et non pas sur des affinitions personnelles. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que Jean-Christophe Lagarde aurait pu se garder justement de ce genre de déclaration. Merci beaucoup Roger Karoutchi d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et on va ouvrir le premier débat de Sénat 360 avec cette question. Laurent Wauquiez va-t-il pouvoir relever le défi du rassemblement? Sur ce plateau, Alain Joyandet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur à Les Républicains de la Haute-Saône. Merci d'être avec nous. J'accueille également Emmanuel Rivière. Bonjour. Vous êtes sondeur, directeur de Kantar Public France. Merci d'être avec nous. François Grosdidier est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur Les Républicains de la Moselle. Nicolas Tenzer est également avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication de la revue Le Banquet et président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Merci d'être avec nous. J'accueille enfin François Lafont. Bonjour, vous êtes Laurent Lafont, pardon, sénateur centriste du Val-de-Marne. Première question pour vous, Alain Joyandet. C'est le nouvel homme fort, on l'a dit, du parti de cette droite. Est-ce qu'elle n'est pas un peu affaiblie pour autant? Écoutez, je pense qu'il s'est passé quelque chose hier. On en sort plutôt renforcé, les Républicains en sortent renforcés, la droite, Laurent Wauquiez lui-même, parce que je crois que l'ambiance a changé depuis que les résultats sont tombés. 100 000 électeurs, tout le monde nous disait que ça n'intéressait personne. Je rappelle qu'au moment de la fondation de l'UMP, Alain Juppé avait été élu par 37 000 votants, il y avait eu un peu plus de 40 000 participants. Donc pas de contestation sur la légitimité. Le score de Laurent Wauquiez montre bien que la ligne qu'il incarne est celle qui correspond le plus aux militants des Républicains. Je crois même d'ailleurs que cette ligne-là est partagée par de très nombreux Français. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'étape numéro 2. Après cette victoire, cette légitimité, c'est le moment du rassemblement. Et Laurent Wauquiez tend la main à tout le monde. Nous tendons la main à tous ceux qui, de droite et du centre, veulent travailler avec nous. Et nous avons un peu de temps, effectivement, pour le faire. Alors, on va faire réagir vos collègues sénateurs. François Grosdidier, vous qui avez parrainé Maëlle de Caland, cette main tendue, les juppéistes vont-ils la saisir? Bien sûr. Bien sûr. Maëlle de Caland était mon candidat. Eh bien, depuis hier soir, Laurent Wauquiez est mon président, comme il est le président de tous les Républicains. Et pas question de lui faire des procès d'intention. À votre question, peut-il rassembler? Oui, il peut. Va-t-il le faire? C'est ce qu'il a annoncé qu'il ferait. Donc maintenant, on va le faire, bien sûr. Si nous ne voulions pas saisir la main tendue, nous serions certainement déjà ailleurs. Le rassemblement ira-t-il jusqu'au centriste, Laurent Lafont? Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose hier, en tout cas il s'est passé quelque chose au mois de mai dernier. L'élection d'hier, elle est un peu sans surprise. Ce n'est pas faire injure aux deux autres candidats que de dire que la victoire de Laurent Wauquiez était connue d'avance. En revanche, ce qui n'était pas connu d'avance, c'est la participation. Et c'est vrai que la participation est élevée, ce qui montre que les Républicains ont gardé un noyau dur important de militants. Après, est-ce que les militants sont représentatifs des sympathisants? C'est une autre question, et c'est une autre question pour laquelle Laurent Wauquiez devra aussi prendre compte dans les semaines à venir. Nous, côté UDI, nous prenons acte d'un choix qui est interne à un autre parti que le nôtre. Nous n'avons pas à juger le résultat d'hier. Les militants adhérents des Républicains ont désigné leur président. Nous prenons acte. Nous avons émis la semaine dernière un certain nombre de remarques sur la ligne politique. Et évidemment, c'est dans les semaines et les mois à venir que nous serons attentifs
sur la question de l'Europe, bien entendu, sur la question du rapprochement avec le Front National. Nous serons attentifs à la réponse du président du Parti des Républicains. On va y venir dans le détail, on va faire agir Emmanuel Rivière. On a entendu, effectivement, les militants, ce ne sont pas les sympathisants. Alain Joyandet le disait, est-ce que Laurent Wauquiez, finalement, c'est lui qui incarnait le mieux les valeurs de la droite, au-delà des militants, pour tous les Français ? Alors pour tous les Français, non, mais ce qui compte effectivement maintenant, c'est le passage des militants aux sympathisants. En fait, ce sont ces électeurs qui sont maintenant représentés par Laurent Wauquiez, dont il s'agit de savoir si c'était lui qu'ils attendaient. Et de fait, quand on leur posait la question il y a une dizaine de jours avec le Figaro Magazine, c'était effectivement Laurent Wauquiez qui était le choix qui sortait le plus haut, avec quand même un choix très très ouvert. Ce qui vient nuancer un petit peu la traînée de victoire, hein, ou plutôt ce qu'elle produit, c'est que ses concurrents dans la tête des Français et des électeurs de droite, c'était pas Maël de Calan ou Florence Portelli. Les autres figures qu'ils ont en tête, c'était Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, François Baroin, qui ne se sont pas présentés à cette élection. Et c'est ça qui la rend particulière, cette élection. C'est que normalement, une élection à la présidence du principal parti d'opposition, au moins dans sa représentation parlementaire, elle aurait dû solder la question. Il aurait dû y avoir deux options très claires. Et sans diminuer le mérite, l'énergie de Maël de Calan et de Florence Portelli, parce qu'ils ne jouaient pas dans leur notoriété, leur impact, dans la même division que Laurent Wauquiez, les questions qui auraient dû être soldées par l'élection, on les repose le lendemain de l'élection. C'est en cela qu'elle est un peu différente. Quelle analyse faites-vous de cette élection ? Elle est due aussi un petit peu à la faiblesse de ses adversaires ? Je pense qu'elle est due à la faiblesse de ses adversaires et elle est due, je crois, à une forme de disjonction quand même assez forte entre le public des militants, les publics des sympathisants du premier cercle, qui je pense ne sont pas très différents des militants, et le public des électeurs de droite. Et le public des électeurs de droite est un public qui est extraordinairement divisé entre des tendances qui sont fondamentalement, je dirais, hétérogènes. De même, pourrait-on le dire, la même chose d'ailleurs du Parti socialiste. Entre une gauche extrême façon Hamon qu'on a vu pendant la présidentielle et quelqu'un comme Manuel Valls par exemple. Et je crois que ça, voilà. Et je crois, alors En Marche, non, justement, En Marche c'est un peu différent parce qu'En Marche vous avez des gens de gauche et des gens de droite, mais qui sont d'abord, qui se reconnaissent sur un certain nombre de valeurs du social-libéralisme, qui se reconnaissent dans les principes européens, qui se reconnaissent sur un certain nombre de valeurs humanistes et des droits de l'homme, avec une tendance effectivement différente, des tendances différentes sur l'économie peut-être en partie et sur le social, mais avec un socle de valeurs communes. Pour la droite, il y a une vraie division. Et ce que je voudrais dire, c'est que je crois que la victoire de Laurent Wauquiez s'inscrit dans un mouvement européen qui, à mon sens, une analyse personnelle, me paraît extrêmement inquiétant. C'est une droitisation générale des partis de droite en Europe et même un peu au-delà de l'Europe, comme on le voit avec les États-Unis. Et je crois que ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel on a à réfléchir et qui est probablement un signe inquiétant. C'est vrai qu'il y a une droitisation du discours de Laurent Wauquiez. Alain Joyandet, il va falloir parler à son aile modérée aussi. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je dois dire que moi, à l'inverse de vous, je ne suis pas du tout inquiet, mais au contraire plutôt rassuré. Parce que je pense que l'amalgame insidieux que vous venez de faire n'est pas très... n'est pas très réaliste en fait, parce que ça correspond à la caricature à laquelle on a eu droit. On a d'ailleurs dû faire campagne pendant tous ces mois avec cette caricature, on était proche du Front National, etc. Mais cher monsieur, s'il n'y a pas une droite républicaine qui tient des propos vrais, qui dit des choses que les Français attendent, alors vous voulez que ce soit le Front National qui vienne au pouvoir ? Donc ça suffit, quoi. Il a été élu maintenant. Alors qu'on le fasse avant l'élection, très bien. Mais là, il a été élu avec un score sans appel, avec une participation qui est formidable. Donc faites juste un peu confiance à Laurent Wauquiez, maintenant qu'il est élu, pour élargir le spectre, pour accueillir tout le monde. Ça vient d'être dit par François. J'apprécie ce qui a été dit par notre collègue aussi centriste, qui est assez loin de ce qu'a dit M. Lagarde avant les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est maintenant dans la deuxième étape. Pardon de dire step by step, mais voilà. Et donc on va s'ouvrir. Et on n'est pas le Front National, on n'est pas des extrémistes. Et arrêtez, s'il vous plaît, de faire des amalgames assez désagréables. Laurent Wauquiez est un individu fréquentable, républicain, qui n'a d'ailleurs pas besoin d'être mis sous surveillance. Je pense qu'il est suffisamment intelligent et je pense qu'il va rassembler. C'est ce que souhaite visiblement Jean-Pierre Raffarin, qui a parlé d'une vigilance pendant un an. François Grosdidier, on est dans la caricature là, de Laurent Wauquiez? On ne peut pas assimiler. Oui, on peut pas assimiler le fait. On va parler d'un sujet qui est l'Europe. Le fait, par exemple, de critiquer le fonctionnement actuel de l'Europe, dire que l'Europe doit mieux protéger, c'est pas
ce que propose le Front National ou les mouvements nationalistes en Europe, qui consiste à démanteler et à démolir l'Europe. C'est au contraire tout le contraire. C'est exactement le contraire. Le thème de la protection est celui de l'Europe et celui d'Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, donc, en attendant, il est en fonction pour le faire. Enfin, s'il le fait ou pas, et si l'Europe ne répond pas, notre discours européen et l'occasion des européennes va se présenter, savoir effectivement quelle Europe nous voulons. C'est pas forcément l'Europe telle qu'elle fonctionne ou dysfonctionne aujourd'hui, mais ce n'est pas contre l'Europe. Après, il y a des sujets sur lesquels les nuances s'expriment au sein de notre mouvement, comme sur tous les mouvements. Où on place le curseur à des niveaux différents. Mais globalement, il n'y a aucun procès d'intention à faire aujourd'hui. Voilà, au président de notre mouvement, et ce n'était pas mon candidat, je reconnais qu'il a fait un score excellent avec une participation forte, et aujourd'hui qu'il tend la main, il aura cet effort de synthèse et de rassemblement à faire. Laurent Lafont, vous retrouvez sur les propositions de Laurent Wauquiez sur l'Europe ? Non, Laurent Wauquiez porte une ligne politique qui n'est pas la nôtre depuis plusieurs années, donc on ne va pas dire qu'on se retrouve dans cette ligne politique. Du reste, moi je note que depuis hier, Laurent Wauquiez n'appelle pas au rassemblement. Regardez les images qui tournent en boucle, c'est la droite est de retour, c'est pas les Républicains comme rassemblement de la droite et une partie du centre qui sont de retour. Je pense que l'élection d'hier, qui est sans doute, qui est la suite d'un schéma politique entamé depuis le mois de mai, c'est sans doute la fin des deux grands blocs. Le bloc du Parti socialiste, on l'a vu à gauche, et le bloc des Républicains à droite, des UMP en son temps et des Républicains, qui était un rassemblement assez large, avec toutes les limites d'un rassemblement assez large. Là, on est sur, au contraire, un parti qui s'affirme à droite. En soi, c'est respectable. Il n'y a pas de difficulté à ce qu'un parti s'affirme à droite. Mais évidemment, quand on s'affirme à droite, le dialogue avec le centre va être plus compliqué. Alain Géandé, moi, je crois que c'est le vrai débat, en fait, pour l'avenir. C'est comment est-ce que la droite et le centre vont s'organiser. Voilà. Laurent Wauquiez veut rassembler, mais en même temps, il est obligé de rester quand même, et c'est sa conviction, sur une ligne politique sur laquelle il a été élu. Donc après, il y a plusieurs hypothèses qui sont aujourd'hui envisagées. Et je crois que la question qui vient d'être posée par notre collègue centriste est la bonne. Comment est-ce qu'on... Parce qu'au fond, pour rassembler, pour s'additionner, il faut être différent. Si nous ne sommes pas différents, si Laurent Wauquiez dit la même chose que l'UDI, on ne rassemble plus rien, on n'entend plus rien. Donc le fait que nous ayons une droite sur ses positions et un centre sur ses positions, au moins, ça permet de faire des additions. Et c'est très bon. Et c'est très bien que Laurent Wauquiez soit sur cette ligne. Ça sera utile à la France. Parce que si M. Macron a des problèmes dans 3 ou 4 ans et qu'on a besoin d'une alternance, et que tout le monde est chez M. Macron, il ne nous restera plus que le Front National. Je ne ferai pas les mêmes conclusions. Voilà. C'est-à-dire que moi, suivant l'intuition de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, et bien, était favorable à l'UMP, et je suis issu, comme toi Alain, des rangs gaullistes, à ce que nous ayons le centre et la droite dans le même mouvement, comme c'est le cas chez nos voisins allemands ou partout en Europe, et c'était d'autant plus nécessaire qu'il fallait cela pour être au second tour entre l'extrême droite et la gauche. À sortir les centristes, alors vous ne devez pas le regretter puisque vous êtes sortis, vous n'y êtes pas rentrés. Mais c'est vrai que moi je préférais les centristes au sein de notre formation. Et je souhaite que ceux qui y sont encore puissent s'y sentir toujours à l'aise. Et après ça, des centristes de l'extérieur, effectivement, qui clarifient un peu la position entre la majorité présidentielle actuelle et l'alliance avec nous, parce que si effectivement on veut revenir, c'est quand même plus sûr avec des alliés sûrs qu'à géométrie variable. Mais l'organisation n'est pas le postulat. Je pense que la question n'est pas celle des partis. Moi, je ne me place pas d'un point de vue, encore une fois, partisan. Moi, je me place d'un point de vue, effectivement, de la pensée. Je pense effectivement, mais ça c'est un débat qu'on peut effectivement avoir. On a des positions différentes sur effectivement quel est, je dirais, ce qui est souhaitable pour le pays. Personnellement, je préfère avoir des convergences plutôt au centre, aussi bien d'ailleurs de la gauche que de la droite, qu'une tendance, encore une fois, qu'on voit partout, sur plutôt, disons, une forme d'identarisation, pardon pour ce néologisme, d'une partie de la droite et d'une partie de la gauche. On le voit en Tchèque, on l'a vu au Royaume-Uni avec le Brexit, on l'a vu avec le Tea Party, on le voit avec Trump, etc. Et là, il y a un sujet qui apparaît comme une forme d'ordre de vérité, c'est vrai. Là, pour le coup, avec Laurent Wauquiez, c'est que Laurent Wauquiez s'affirme clairement de droite.
On verra s'il a des ennemis à droite. Je souhaite qu'il en a. Non, mais personne. Mais c'est-à-dire que c'est une droite qui s'oppose dans la logique des partis, qui s'oppose effectivement par rapport à ses idées. Nécessairement identitaire. Bien sûr, non, mais qui en l'occurrence s'oppose effectivement à un certain nombre de thématiques des partis centristes, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur des valeurs humanistes, que ce soit sur la question de l'accueil des réfugiés, que ce soit sur la laïcité et sur ce type de sujet. Et je crois que là, effectivement, on verra. Et on verra s'il réussit ou pas à convaincre. Et je crois que... Sur les valeurs de droite, depuis 20 justement, ans, la Emmanuel droite est Rivière. européenne. Mais alors, sur cette question des valeurs importantes. Sur cette question des valeurs, ce que nous apprenait, y compris le sondage du Figaro Magazine, c'est que quand on interroge, quand on sort de la question des partis, qu'on regarde tout simplement les électeurs, sur un certain nombre de sujets, identité, immigration, sécurité, terrorisme, on voit qu'il y a des proximités d'aspiration, de priorité entre les gens qui se disent proches du Front National et les gens qui se disent proches des Républicains. Sur un certain nombre d'autres sujets, la fiscalité, les déficits publics, il y a plus de proximité avec la République En Marche. Et quand on rentre un peu dans la question partisane, clairement les sympathisants républicains nous disent pas d'alliance avec le Front National et sont très partagés sur la question de l'alliance avec En Marche. Et la question pour Laurent Wauquiez, elle est de savoir si sa posture, sa stratégie va permettre de faire finalement la synthèse. Parce qu'après tout, on pourrait être pour une réduction des déficits publics, une réduction de la place de l'État, et pour un haut niveau de sécurité et lutte contre le terrorisme, ou au contraire, si sa position va être d'être écartelée entre deux pôles qu'il n'arrive pas à incarner. Et or, il se trouve que son principal défi est là. Moi, quand je regarde les enquêtes, ce qui me frappe, c'est pas tellement que Laurent Wauquiez soit très marqué à droite. En fait, c'est qu'il n'est pas très marqué du tout. Sa cote d'avenir dans le baromètre de décembre, c'était 12%. Tout est permis, alors. Tout est ouvert. Tout est ouvert, mais il y a un défi important parce que chacun aura remarqué quand même que aujourd'hui, c'est plutôt les personnalités autour de lesquelles se cristallisent les constructions politiques, plutôt que les partis politiques qui font que celui qui s'en empare va être une personnalité phare. Oui, moi je voudrais deux remarques. D'abord, on voit bien que nos sympathisants et notre électorat, aux uns et aux autres, est assez fluctuant. Et c'est pas parce qu'un parti s'organise, quel que soit le parti, les Républicains hier soir ou d'autres demain, que l'électorat va suivre. On voit bien, y compris par rapport à la relation au gouvernement et à la politique gouvernementale, que nos électorats respectifs ont un regard ou des positions qui peuvent être différentes de celles qu'on exprime dans chacun de nos partis. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque, moi j'entends assez bien l'idée de dire il faut organiser le débat démocratique et que donc des partis s'organisent. Mais il y a quand même une question de fond pour lequel moi j'ai pas trouvé encore de réponse chez Laurent Wauquiez, c'est s'opposer, mais s'opposer sur quoi et en quoi? Parce que c'est pas une posture de dire on est opposant. On sait bien qu'il y a des élections et qu'il faudra présenter des listes différentes. Mais je pense que les Français ont dépassé, pour l'instant en tout cas, cette question de la posture de l'opposant et qui demandent quelle alternative, quel autre programme politique et de gouvernement vous proposez. Là-dessus, j'ai pas entendu grand-chose pendant la campagne qui vient de s'achever. Je voudrais aussi qu'on parle des cas qui ont été abordés dans les sujets. Xavier Bertrand, François Baroin, Valérie Pécresse, Alain Juppé, Virginie Calmels. Il a aussi des ennemis à l'intérieur du parti. Qu'est-ce qu'on en fait, Laurent ? Des ennemis à l'intérieur du parti, c'est beaucoup dire. Qu'il y ait certaines différences, aussi bien de vue sur le fond que d'organisation de la droite et du centre, c'est réel. Mais vous savez, à chaque fois qu'on perd une élection présidentielle, dans l'année qui suit, il y a tout un balbutiement inorganisé où chacun se pose des questions. On a d'ailleurs beaucoup plus de questions que de réponses. Parce qu'effectivement, il y a quand même une vraie réorganisation de la vie politique française. Mais quand même avec des fondamentaux. Et quand on regarde l'histoire, hélas, moi j'ai déjà un peu, j'allais dire hélas, oui, un peu d'expérience avec l'âge. Je me retrouve dans une situation, dans les commentaires, où Chirac, quand Chirac prend la présidence du RPR, voilà, on entendait déjà ça. Et puis Chirac est devenu président de la République. Quand Nicolas Sarkozy a commencé à montrer ses intentions, rappelez-vous, c'était un peu plus dur encore que pour Jacques Chirac. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Assez peu de réponses sur comment ça va se passer, mais concrètement, pour répondre à la question posée sur la politique de M. Macron, on a clairement dit avec Laurent Wauquiez qu'il y a un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens, que l'on soutient. On l'a d'ailleurs montré par nos votes ici au Sénat. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord. La non-réduction du déficit public, c'est un drame. La montée en puissance de la fiscalité, on vient de passer devant le Danemark, on est premier en Europe, c'est le contraire de ce qu'on voudrait faire. L'arrêt des investissements publics dans nos territoires, c'est le contraire de ce qu'on voudrait faire. Le fait de couper
couper les collectivités territoriales de leurs recettes. C'est aussi le contraire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut organiser une opposition constructive, sans adhérer pour autant au constructif. Moi, ça fait 30 ans que je suis constructif, mais que je reste dans mon parti politique. Est-ce qu'il y aura des départs? Est-ce qu'il faut s'attendre à des départs? C'était le discours aussi de Maël de Calan. Vous montre bien qu'aujourd'hui... Je trouve que c'était pas mon candidat. Mais ce qui montre bien aujourd'hui qu'il partait quand même avec un net désavantage. Donc, non, mais ce qui montre bien que les points de vue ne sont pas irréconciliables comme on le présente et qui sont beaucoup plus communs. Alors, le mode d'expression n'est pas le même, la façon de parler pas la même. C'est sûr que les militants sont beaucoup plus à la fois volontaristes, décidés, veulent en découdre beaucoup plus que nos concitoyens qu'on connaît bien, surtout quand on est élu local. Donc l'expression était devenante, mais sur les fondamentaux tels qu'ils ont été exprimés, il n'y a aucune raison aujourd'hui de considérer que les il n'y aura pas de départ du parti. Mais bien sûr qu'il y aura des débats, mais il n'y aura que ça, des débats. Des départs. J'espère que non. Il y a eu des départs avant. Je crois que ceux qui y restent sont là pour y rester. Et si effectivement Laurent Wauquiez se resserrait sur le noyau dur seulement de ceux qui l'ont soutenu, mais c'est pas du tout les intentions qu'il a manifestées, et à la limite son score même le lui permettrait. Il a fait 75% des voix. Donc. Moi, je crois que le vrai sujet, il va se jouer surtout à partir de, disons, dans 2 ou 3 ans. À partir du moment où tout le monde va se positionner pour l'élection présidentielle de 2022. Et on va voir à ce moment-là, en fonction des dynamiques propres, aussi bien sûr d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez, et puis par ailleurs de la France Insoumise et de quelques autres partis socialistes un peu disparus, on verra aussi sur quoi les gens vont s'opposer. Et le vrai sujet, il va être, est-ce qu'on a une perspective, et je crois que c'est ça le défi, c'est ça qu'il cherche pour Laurent Wauquiez, est-ce qu'il a une chance d'arriver au 2e tour de l'élection présidentielle, avec quel socle, et comment, à partir de là, aussi bien le programme de Laurent Wauquiez, mais aussi le programme du président de la République, et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, vont évoluer. Et je pense que là, il y aura d'une certaine manière une recherche de l'un et de l'autre pour essayer de capter une partie de l'électorat, y compris sur les questions fiscales qu'on aura. Mais au-delà de sa personne, c'est de savoir, nous avons la responsabilité de présenter une alternative républicaine pour que l'alternance possible, si demain ce pouvoir est usé, ne soit pas forcément l'extrême droite ou l'extrême gauche. C'est ça notre responsabilité. C'est le meilleur pour porter ce projet de la droite. Emmanuel Rivière, il n'a pas de blanc-seing forcément pour 2022, Laurent Wauquiez. Ah ben non, de toute façon, les blanc-seings, ça n'existe plus. Qu'effectivement, je pense qu'une partie de l'histoire s'écrira en fonction du succès ou de l'échec d'Emmanuel Macron, et ça rétablira les équilibres. Et si je peux me permettre d'apporter peut-être une nuance à ce qu'a dit Benoît Tanza, c'est vrai que tout va s'organiser principalement en fonction de l'élection présidentielle de 2022, mais dans l'ancien monde politique, quand on était président de parti, quand on voulait se présenter dans de bonnes conditions à une élection présidentielle, c'était mieux d'avoir gagné les élections intermédiaires. Michel Rocard en 1994, François Hollande, le référendum de 2005, ont tué les ambitions présidentielles. Et donc il va falloir pour Laurent Wauquiez quand même obtenir quelques succès. Il y a des élections locales, territoriales, donc départementales, régionales et municipales ici là. C'est pas anodin que la première de ces élections soit les européennes, parce que c'est pas le sujet le plus simple à aborder compte tenu de ce qui a été énoncé ici. Laurent Lafont, rapidement. Si on mais je pense que se projeter sur 2022, c'est vraiment un exercice intellectuel qui n'a pas beaucoup de fiabilité politique. Qui en décembre 2012 aurait imaginé le scénario de mai 2017? Personne. Mais on imagine bien que Laurent Wauquiez y pense. Peut-être qu'il y pense et qu'il soit sur une réflexion. Il pensait toujours, on parlait jamais. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut prendre les élections les unes après les autres. Et il y en a une qui est, d'un point de vue politique, extrêmement importante, qui arrive, la première qui arrive, c'est les européennes. Et on voit bien, en plus, que c'est quand même une ligne de partage de la vie politique actuellement, qui a différentes organisations possibles du point de vue des partis politiques pour ces élections européennes. On ne va pas les trancher aujourd'hui, on ne va pas les trancher dans les 3 ou 6 mois qui viennent, mais c'est sûr qu'un des éléments ou un des temps de la recomposition politique, ça sera ces élections européennes.
Bien, merci. Merci Laurent Lafont. On n'a plus le temps, Alain Julinet. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les 5 d'être venus. On débattre sur ce plateau. On va retrouver à présent Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, on le disait, le marathon budgétaire touche à sa fin au Sénat. Où en est-on dans l'examen de ce projet de loi de finances? Absolument, Delphine, un dernière ligne droite pour ce projet de loi de finances, ce budget 2018. Les sénateurs se penchent cet après-midi sur les articles non rattachés, c'est-à-dire ceux qui ne concernent pas la budgétisation pour 2018. Alors parmi les mesures importantes qui sont examinées cet après-midi, l'article 47 qui comprend notamment des mesures pour compenser la hausse de la CSG pour les fonctionnaires. Cette hausse votée, on le sait, dans le PLFSS 16 va être compensée grâce à 2 mécanismes. La suppression d'une taxe de 0,9%, la contribution exceptionnelle de solidarité, ainsi qu'une indemnité compensatrice qui donc absorbe en totalité cette hausse de la CSG prévue dans le budget de la Sécu. Et la surprise, les sénateurs viennent d'adopter un amendement défendu par la sénatrice Les Républicains Christine Lavarde, un amendement qui supprime tout simplement l'article 45 et donc ces mécanismes de compensation de hausse de la CSG, ces mécanismes de compensation pour les fonctionnaires. Et puis à noter une autre modification, un autre vote important des sénateurs cet après-midi. Ils ont voté en début d'après-midi un amendement qui permet aux présidents de région, aux présidents de conseils départementaux ainsi qu'aux maires des villes de plus de 500 000 habitants, des métropoles, d'augmenter leur indemnité de fonction jusqu'à 40% à enveloppe constante. Voilà donc pour les 2 modifications, Delphine, les 2 modifications importantes votées par les sénateurs cet après-midi dans cette dernière ligne droite du budget 2018. Merci à vous, Saveria. C'est la première visite à Bruxelles de Benjamin Netanyahou, première visite d'un chef de gouvernement israélien depuis 22 ans, en pleine période de tension après la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision vivement critiquée par l'Union européenne. Solène Nicolas. Il espère voir la plupart des États européens faire comme Donald Trump, reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais il va lui falloir convaincre. Et c'est bien ce qu'est venu faire Benjamin Netanyahou à Bruxelles, dans le cadre de sa tournée diplomatique. Jérusalem est la capitale d'Israël, personne ne peut le nier. Cela n'écarte pas la paix, cela rend la paix possible car reconnaître la réalité est la substance de la paix. L'Europe avait condamné la décision du président américain, ce que le Premier ministre israélien a qualifié d'hypocrisie. Federica Mogherini a rappelé la position traditionnelle de l'Union européenne, une solution basée sur 2 États, avec Jérusalem comme capitale de ces 2 États. La chef de la diplomatie européenne a aussi fait part de ses craintes pour la région. Laissez-moi vous dire que la pire des choses qu'il puisse se passer maintenant est une escalade des tensions et de la violence près des lieux saints, mais aussi dans la région et au-delà. Hier, Benjamin Netanyahou était reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron, qui avait qualifié de regrettable la décision de Donald Trump dès son annonce mercredi. Tout comme Federica Mogherini, il a tenu à exprimer son désaccord sur la poursuite de la colonisation israélienne. La paix, elle ne dépend pas des États-Unis tout seuls de leur côté ou de la France toute seule. Elle dépend de la capacité des 2 dirigeants, israéliens et palestiniens, à la faire. Give it a chance. Plusieurs États membres de l'Union européenne, parmi lesquels la Belgique et la France, ont réclamé des compensations à Benjamin Netanyahou d'un montant d'1,2 million d'euros selon des eurodéputés, pour notamment des écoles et des ONG construites avec des fonds européens et détruites par l'armée israélienne. Et on va retrouver Tam Trani, toujours en direct de la salle des conférences, pour une réaction à vos côtés. La sénatrice socialiste qui représente les Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret. Oui, Hélène Conway-Mouret, votre réaction aux propos de Benjamin Netanyahou qui a estimé à Bruxelles aujourd'hui que reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël rendait la paix possible. Est-ce que c'est votre avis ? Malheureusement, je ne pense pas que la paix sera trouvée avec une escalade de la violence et que l'on voit aujourd'hui, notamment dans les territoires palestiniens, mais des manifestations partout dans les pays musulmans. Il appelle à une nouvelle intifada. Voilà, mais c'est certainement pas une façon pour trouver la paix. Enfin, je crois que c'est complètement illusoire. Il faut qu'il trouve une autre excuse, une autre raison. Vous revenez de New York, Hélène Conway-Mouret. Vous avez notamment assisté au débat du Conseil de sécurité sur le statut de Jérusalem. Et justement, les États-Unis, lors de ce débat, sont parus plutôt isolés sur leur ligne.
Oui, absolument, mais c'est en cohérence avec la position aujourd'hui du président Trump, qui est isolationniste, qui veut travailler dans le bilatéral. Il a pris une décision unilatéralement, sans en faire part à ses partenaires traditionnels. Et donc, il s'est retrouvé avec un Conseil de sécurité et la France qui avait demandé avec d'autres cette réunion en urgence, justement pour faire entendre la voix des différents pays. Il y avait une union, je veux dire, parfaite entre les différents pays européens, avec une conférence de presse autour de notre ambassadeur François Delattre pour réitérer le besoin du respect du droit international dans un premier temps, de la reconnaissance de deux États dans un deuxième temps, et surtout que ce soit ces deux États qui négocient directement et qu'il n'y ait pas un État tiers qui décide de la place d'une capitale et du bien fondé de celui-ci. Oui, alors que justement, Nikki Haley, ambassadrice américaine aux Nations Unies, a, elle, dit que les États-Unis restaient crédibles comme médiateurs de paix, justement, et qu'ils entendaient avoir cette position. Eh bien, en tout cas, ce que j'ai entendu de la bouche de tous ceux qui étaient autour de la table du Conseil de sécurité, c'est que justement, malheureusement, les États-Unis, aujourd'hui, ne sont plus considérés comme médiateurs. Pour être médiateur, il faut entendre les deux parties. Et là, de fait, les États-Unis ont décidé de prendre parti pour un des deux pays, Israël. Emmanuel Macron a appelé ce week-end Benjamin Netanyahou à des gestes courageux envers les Palestiniens. Quels doivent être ces gestes, selon vous? On pense au gel de la colonisation, aux mesures de confiance à l'égard de l'autorité palestinienne? Bien sûr, absolument, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de négociations qui puissent être fructueuses quand un des deux États continue à coloniser les territoires de l'autre. Donc il faut qu'il y ait bien sûr un gel de ces colonisations, et puis ensuite que les deux parties puissent s'asseoir à la table de négociation et essayer d'aller vers la solution qui passe par les deux États. Enfin, il y avait un consensus, en tout cas à New York, sur ce point-là. Merci beaucoup Hélène Canoë-Mouret d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam Henri Lorenz, professeur d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. C'est notre invité. Il répond aux questions de Nora Hamadi. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Henri Laurence, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'entendait dans le sujet à l'instant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que choisir Jérusalem comme capitale d'Israël rendait la paix possible et s'est dit persuadé que l'Union européenne, qui ne l'entend pas ainsi, finirait par suivre. Est-ce qu'il a raison ? Si on considère que pratiquement toute la politique israélienne depuis sa création est sur la base des faits accomplis, à la longue, en effet, on a toujours reconnu les faits accomplis, mais on n'a pas réussi à avoir la paix. Là, on voit bien qu'au niveau européen, la problématique en fait de condamner fermement cette décision américaine s'est posée, notamment du côté des pays de l'Est. La Hongrie, la Lituanie, entre autres la République tchèque, sont des pays qui ont bloqué les résolutions de telle sorte à ce qu'elles soient les moins fortes possibles. Est-ce que le risque, c'est que du côté de l'Union européenne aussi, en fait, ce front se divise ? Vous savez, quand l'Union européenne essaye de faire de la diplomatie, elle s'épuise à faire de la diplomatie entre ses propres membres. Et une fois qu'ils sont arrivés à une décision commune, il n'y a plus d'énergie pour essayer de l'appliquer. Là, on voit bien que les États-Unis sont potentiellement décrédibilisés dans la possibilité d'être un médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens. Est-ce à dire qu'il y a potentiellement un nouveau médiateur qui peut émerger? Est-ce que l'Union européenne, Federica Mogherini, qu'on voit sur les images, peut jouer ce rôle ou, comme vous le disiez à l'instant, à force de faire de la diplomatie à 28, on n'y arrivera pas? Non, vous savez, ce processus de paix n'est plus depuis longtemps qu'un processus sur le processus. C'est pas pour arriver à une quelconque décision. C'est devenu une fiction diplomatique. Depuis quand Depuis la mort de Yitzhak Rabin? Non, à Camp David, on a été assez proche de trouver une solution. Plus exactement, à Taba, en janvier 2000, là, il y avait eu des avancées conséquentes. Et puis, il y a eu aussi, vers 2008-2009, une phase de négociation qui était arrivée à des choses intéressantes. Mais depuis, on a totalement régressé. Et pour quelles raisons, diriez-vous? Est-ce que c'est lié à la politique intérieure israélienne, à la coalition de Benjamin Netanyahou, à l'affaiblissement de Mahmoud Abbas de l'autre côté, ou alors au fait que potentiellement il n'y ait aujourd'hui aucune force qui soit en capacité de jouer la médiation entre les deux camps?
il n'y a pas de médiation possible. Je veux dire, les Palestiniens ont cherché un médiateur parce qu'ils avaient besoin de rééquilibrer un peu un rapport de force qui leur est totalement défavorable. Bon, on voit que ça ne mène à rien depuis 30 ans. En réalité, les Américains régressent constamment sur leur politique depuis 30 ou 40 ans. Plus le processus de paix dure, moins les Américains accordent des choses aux Palestiniens. Dans les années 60-70, ils disaient que la colonisation était illégale. Ensuite, ils ont commencé à dire seulement ce sont des obstacles à la paix. Et puis, de toute façon, ils n'ont fait aucune pression réelle sur l'État d'Israël par rapport à la colonisation. Donc, quand Emmanuel Macron appelle ce week-end à une reprise du dialogue, à des gestes vis-à-vis des Palestiniens, on pense justement à ce gel de la colonisation, à une reprise du dialogue, c'est un vœu pieux, quoi. Un vœu pieux, c'est le travail des diplomates, parce qu'il a dit aussi la violence, c'est pas gentil. Mais à dire vrai, ça ne changera strictement rien sur le terrain. Est-ce que pour cela, il faut, comme ce que font par exemple les députés européens, appeler Israël à rembourser les constructions qui ont été détruites et qui ont été notamment payées par l'Union européenne? Est-ce qu'il faut arrêter de verser à l'autorité palestinienne un demi-million d'euros par an? L'Union européenne est le premier un demi-milliard d'euros par an. C'est le premier pouvoir de fonds de l'autorité palestinienne. Est-ce que le portefeuille peut faire bouger les choses? De toute façon, la politique américaine ces jours-ci est en train aussi de supprimer les aides financières que les États-Unis accordent à l'autorité palestinienne, soit à peu près de l'ordre de 200 millions de dollars par an. Et puis en plus, ils sont aussi en train d'interdire le bureau de l'ONP à Washington. Donc la décision sur l'ambassade n'est qu'un élément supplémentaire d'un jeu de pression lié essentiellement à la politique intérieure américaine d'ailleurs, sur l'autorité palestinienne. Mais ça ne rendra pas la paix possible. Tout simplement pour une raison tout à fait simple. Il faut avoir un partenaire palestinien suffisamment fort pour pouvoir faire accepter la décision d'un compromis. Et ce qu'on propose là n'est pas possible à un partenaire palestinien tel qu'il est actuellement. Donc, on pourra peut-être trouver un jour un partenaire palestinien qui acceptera les demandes israéliennes, mais il sera tellement faible qu'il ne pourra jamais le faire respecter sur le terrain. Mais est-ce à dire qu'il faudrait que Mahmoud Abbas soit remplacé, qu'une autorité palestinienne soit de nouveau élue démocratiquement pour que quelque chose... Ça ne changera rien. Ça changera rien. La question est très simple. Actuellement, grâce avec l'aide internationale, surtout payée par l'Europe et accessoirement par les États-Unis, on fait vivre une importante administration palestinienne avec d'importantes forces de sécurité. Et les salaires de ces gens-là font vivre des centaines de milliers de personnes. C'est un territoire sous perfusion, c'est une manière de ne pas accepter qu'il n'y ait pas de processus en cours? Non, c'est-à-dire que pourquoi on ne supprime pas l'autorité palestinienne? Parce que ce serait supprimer les vivres à des centaines de milliers de Palestiniens. Que dire du rôle des pays arabes là-dedans, notamment la Turquie, la Jordanie, l'Égypte? La Turquie n'est pas un pays arabe. Oui, c'est vrai. Cette décision peut remettre en cause la paix relative entre ces pays et Israël. Comment expliquer? Non, il y avait deux États qui sont en traité de paix avec Israël, c'est-à-dire la Jordanie et l'Égypte. C'est ce qu'on peut appeler une paix glaciale du point de vue des opinions publiques. Les gouvernements qui sont liés par la raison d'État gère l'affaire avec l'État d'Israël, on discute avec les Israéliens. En plus, c'est important pour avoir les bonnes faveurs de Washington qui continue de discuter. Mais les opinions publiques sont à 99,99% contre ces accords de paix. Et le moindre Jordanien ou Égyptien qui se rendrait en Israël, il serait chassé de son syndicat professionnel et injurié dans la presse. Mais c'est-à-dire que là, quand on voit que le gouvernement turc, le gouvernement jordanien, Al-Sisi en Égypte, commence là aussi à avoir des positions assez dures vis-à-vis de cette position américaine, on est quoi? On est dans de la posture selon vous? Ou il y a vraiment de la posture. Ils sont dans une telle dépendance envers Washington pour des tas de raisons objectives. La situation économique de l'Égypte est catastrophique. Quant à celle de la Jordanie, c'est quasiment un naufrage. Non pas à cause d'une mauvaise politique économique comme en Égypte, mais parce qu'ils ont 1 million et quelques de réfugiés
bloqués chez eux. Donc, ils ont besoin de l'aide internationale et des financements internationaux. Si vous voulez, la décision américaine, elle a été prise pour une insulte et une agression par l'ensemble du monde musulman, dépassant le monde arabe proprement dit. Vous parlez de la Turquie, mais on pourrait aussi parler de l'Indonésie. Donc, les grands gagnants de la décision de M. Trump, c'est l'Iran et l'État islamique. C'est-à-dire tous les ennemis possibles de l'Occident. Et avec ce genre de décision, on fait des recrutements de terroristes pour quelques décennies. Oui. Dans ce cadre-là, Jérusalem, pour vous, c'était quoi alors? C'était juste un symbole? Le fait de déplacer... Il y a une chose que la presse n'a pas expliquée parce que c'est trop compliqué pour elle. La décision de Trump se renvoie non pas à 1967 mais à 1949. Vous avez une décision de l'Assemblée générale des Nations unies en 1949 qui crée Jérusalem comme une enclave dirigée par les Nations unies. Et à l'époque, ni la Jordanie ni Israël qui tenaient Jérusalem n'en voulaient. Donc, ils se sont mis d'accord en quelque sorte négativement pour ne pas appliquer la résolution des Nations unies. Mais sur le plan international, cette décision de 1949 a été appliquée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant 67 non plus, vous n'aviez pas d'ambassade à Jérusalem. Et on rajoute ensuite la couche 1967, c'est-à-dire les territoires occupés, etc. Et vous avez aussi des résolutions de l'ONU qui déclarent nul et non avenu la colonisation israélienne à Jérusalem et les changements de tout le statu quo à Jérusalem. Mais ce ne sont pas des décisions de l'Assemblée générale, ce sont des décisions du Conseil de sécurité. Mais donc, ce que Trump a fait, c'est invalider la décision et le consensus international qui date de 1949 et non pas de 1967. Écoutez, merci en tout cas Henri Laurence pour ces explications. Je rappelle votre dernier livre, Les crises d'Orient, c'est sorti chez Fayard en février et bien entendu les 5 tomes de Questions de Palestine, toujours chez Fayard. Merci à vous. Je vous remercie. Merci Nora. On en vient maintenant aux élections territoriales en Corse. Le second tour a confirmé la large victoire de la liste nationaliste qui obtient 56,5% des voix malgré une abstention élevée. Son leader, Gilles Simeoni, est en position de force. Il appelle Paris à ouvrir un véritable dialogue sur l'autonomie. Oriane Mancini avec Quentin Calmi. À peine les premiers résultats connus, les militants nationalistes exultent et soulèvent leurs 2 leaders. Arrivé largement en tête avec plus de 50% des voix, le camp de Gilles Simeoni disposera dans la nouvelle collectivité unique de la majorité absolue. Un jour historique pour ces militants nationalistes. Oui, c'est le combat de 50 ans de lutte qui en fin de compte, ont donné les résultats. Au fil des heures, les premiers résultats se confirment. Gilles Simeoni jubile. Dans son discours, il fait applaudir ceux qu'il appelle les prisonniers politiques. Et un mot bien sûr pour tous les prisonniers politiques, pour leurs familles, et pour leur dire que cette victoire est la leur aussi, et que nous les attendons parce que leur place est ici, dans leur terre de Corse, aux côtés de leurs familles et aux côtés des leurs. De son côté, Jean-Guy Talamoni s'affiche ostensiblement avec Charles Pierry, l'ex-cadre sulfureux du FLNC. Selon lui, ce score établit désormais un nouveau rapport de force. Paris doit rompre avec la politique de l'indifférence que nous avons connue pendant 2 ans de mandature. Nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de prendre en compte la volonté des Corses exprimée de manière éclatante à l'occasion de 3 élections successives en 2 ans. Il est indispensable maintenant de s'engager vers un dialogue qui sera fructueux et profitable aux 2 parties. Après l'annonce des résultats, Gilles Simeoni et Édouard Philippe se sont parlé au téléphone. La première étape d'un dialogue très attendu par le camp nationaliste. Et justement, on retrouve Oriane Mancini depuis Bastia avec le nouvel homme fort de la Corse, Gilles Simeoni. Bonjour Gilles Simeoni. Vous avez obtenu un score historique, plus de 56% des voix, la majorité absolue des sièges. Que signifie ce vote selon vous ?
Je pense que ce vote, il participe à la fois d'un combat qui a été mené sur le temps long, un combat qui a été porté à bout de bras par des générations de femmes et d'hommes pendant des décennies. Et donc c'est la consécration de ce combat et c'est aussi ce résultat, la récompense du travail que nous avons collectivement mené depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis notre élection en décembre 2015. Et j'avais dit à l'époque que notre responsabilité était d'être non seulement les élus des 36% de Corses qui nous avaient voté à l'époque, mais également et surtout les élus de tous les Corses et les élus de l'intérêt général. C'est dans cet état d'esprit que nous avons essayé de travailler avec l'ensemble des forces vives, avec les autres élus, y compris celles et ceux qui ne sont pas de notre famille politique. Et je crois que c'est ce travail de fond qui a été mené, y compris dans les domaines du quotidien, domaine économique, social, infrastructure. Ce travail qui a été récompensé, qui nous a permis en 2 ans de passer en 2015 d'un score de 36,5% des voix à cette année plus de 56%. Depuis des mois, vous dénoncez un État sourd, voire hostile. Hier soir, Édouard Philippe vous a appelé. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est renoué entre l'État et la Corse? Je l'espère. Effectivement, hier soir, Édouard Philippe m'a appelé. Le Premier ministre m'a félicité, nous a félicité pour le résultat obtenu. Je l'ai bien sûr remercié de cet appel en disant que nous y étions extrêmement sensibles. Et je lui ai également fait remarquer qu'au-delà des politesses protocolaires, il était important qu'un véritable dialogue s'ouvre entre l'État et la Corse. Et que d'ailleurs, le vote massif des Corses qui est intervenu dimanche soir nous a clairement donné mandat pour engager ce dialogue et pour le mener à bien. Donc je pense et j'espère que désormais le gouvernement et sans doute également le président de la République auront à cœur de prendre une position publique très rapide pour qu'ensemble nous définissions un calendrier, une méthode de travail et des objectifs partagés. Alors justement, on parlait du président de la République. Est-ce que selon vous, cette question corse, elle doit être gérée au plus haut niveau de l'État? Est-ce que c'est à Emmanuel Macron de s'en occuper? Vous savez, je pense que la question corse, elle est administrative, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, mais elle est aussi et surtout fondamentalement politique. Elle touche à l'existence d'un peuple, à sa reconnaissance, à la reconnaissance également de ses droits. Et donc effectivement, je considère qu'il appartient à la plus haute autorité de l'État, à savoir le président de la République, de prendre l'initiative dans ce domaine. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, Emmanuel Macron n'était pas encore président à l'époque, mais simplement candidat. Les conditions sont réunies aujourd'hui, comme cela n'a jamais été le cas, pour que l'on puisse véritablement sortir par le haut d'une situation de crise qui perdure depuis un demi-siècle. Et je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'il le souhaite, a tous les moyens d'être l'homme d'État qui réglera définitivement la question corse, mais qui la réglera en apportant une réponse forte à une exigence de justice et d'équité que nous portons depuis des décennies. Vous parlez de cette situation de crise depuis 50 ans, situation de tension, situation de violence aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la violence politique, elle est derrière vous ? En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous faisons. Nous construisons tous les jours la paix, nous l'enracinons tous les jours un peu plus et nous avons dit très clairement et de façon solennelle que la page de la violence clandestine est définitivement tournée et qu'il ne pourra pas y avoir de retour en arrière. Ceci étant, je crois que le meilleur moyen d'enraciner la paix, c'est également de ne pas laisser le moindre espace à la tentation de la radicalité ou de la violence politique et c'est donc d'apporter une réponse politique à un problème et une question qui sont fondamentalement politiques. Parmi vos revendications, le règlement de la question des prisonniers que vous qualifiez de politique, vous en avez parlé hier lors de votre discours. Qu'est-ce que vous demandez clairement, un rapprochement ou l'amnistie de ces prisonniers? Alors, effectivement, c'est un élément important au plan politique, au plan symbolique, également au plan humanitaire. D'un point de vue des principes, nous militons pour l'amnistie parce que nous pensons que lorsqu'un conflit s'achève, il est important que le loi d'amnistie vienne parachever l'œuvre de paix. Je rappelle que cela a été le cas, y compris dans des conflits beaucoup plus sanglants et beaucoup plus douloureux que le cas de la Corse, par exemple dans l'histoire récente française, la guerre d'Algérie ou encore l'amnistie en Nouvelle-Calédonie. Au-delà de cette revendication d'amnistie, dont je rappelle que le principe a été voté à une très large majorité par l'Assemblée de Corse, gauche, droite et nationalistes confondus, dont le principe a également été validé par plusieurs centaines de communes en Corse, la quasi-totalité des communes, je crois qu'il y a un geste à faire immédiatement qui permettrait de décrisper les choses, c'est effectivement le rapprochement de tous les prisonniers politiques sans en exclure aucun. Cette question de l'amnistie, qui semble être une ligne rouge pour l'État, ça ne sera pas pour vous une cause de rupture du dialogue? Je crois que la question de l'amnistie et la question des prisonniers politiques a été jusqu'à aujourd'hui une ligne rouge parce qu'elle a été mal perçue et mal comprise par l'État. Si l'État accepte de rentrer dans une véritable logique de dialogue, et je rappelle que le dialogue c'est aussi écouter ce que l'autre a à dire, on se rendra compte qu'il ne peut pas y avoir de ligne rouge dans cette affaire, tout simplement parce que concernant par exemple la question du rapprochement, nous ne demandons rien d'autre que l'application loyale du droit positif existant. Merci beaucoup, merci Gilles Simon d'avoir été avec nous depuis Bastia.
Merci à vous, Oriane, depuis Bastia, avec Quentin Calmet. Je vous le disais en titre, près de 2000 participants, représentants d'État ou acteurs économiques venus du monde entier seront réunis demain en région parisienne pour un nouveau sommet climat. L'enjeu pour Emmanuel Macron est de taille. Le président de la République a en effet promis de faire appliquer l'accord de Paris après le retrait des États-Unis. Il faut donc trouver des financements. Jérôme Rabi. Make our planet great again. 6 mois après sa réponse au retrait américain de l'accord de Paris, Emmanuel Macron veut dépasser le slogan pour passer aux actes. Dès juillet, le président français lance l'idée d'un grand sommet à Paris pour célébrer les 2 ans de l'accord, mais surtout débloquer des fonds pour la cause climatique. En septembre, à la tribune de l'ONU, il réaffirme l'ambition française dans ce domaine. Je respecte profondément la décision des États-Unis et la porte leur sera toujours ouverte. Mais nous continuerons avec tous les gouvernements, avec les collectivités locales, les villes, les entreprises, les ONG, les citoyens du monde, à mettre en œuvre l'accord de Paris. Le mois dernier, pour la COP23, il est avec la chancelière allemande, un des rares chefs d'État à faire le déplacement, pour rassurer la communauté internationale après le désengagement financier des États-Unis. Je souhaite donc que l'Europe se substitue aux Américains, et je veux ici vous dire que la France sera au rendez-vous. Alors que la signature de l'accord de Paris a été pour François Hollande une des grandes réussites du quinquennat, Emmanuel Macron veut continuer à porter cet engagement français. Faute de nouvelles COP en France, l'Elysée organise son propre sommet pour s'affirmer en leader de la cause climatique. Et on continue les réactions politiques avec vous, Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. À vos côtés, le sénateur écologiste rattaché au groupe socialiste, Bernard Jomier. Oui, Bernard Jomier, est-ce que vous pensez que le sommet qui va s'ouvrir demain à Boulogne-Billancourt va servir à quelque chose? Beaucoup en doute. C'est important de faire le point à 2 ans de la COP21 alors que la COP23 vient de se tenir. Mais évidemment, l'essentiel, ce sont non seulement les engagements qui sont pris, mais c'est les actes. Maintenant, il est temps de passer aux actes. Justement, qu'attendez-vous comme acte, qu'attendez-vous comme annonce de la part de l'Élysée? L'Élysée dit qu'il va y en avoir. Écoutez, l'Élysée et le gouvernement a en charge de décliner l'accord de Paris et de le mettre en œuvre. Et on voit bien que les engagements sont difficiles à tenir. La France est engagée dans une transition énergétique qui est beaucoup trop lente. Le développement des renouvelables n'est pas assez soutenu. Et pour ce qui est du dernier épisode, la tribune publiée hier par 4 ministres appelant à une taxe sur les transactions financières européennes pour financer le climat. Dans le même temps, à l'occasion de l'étude du budget, le gouvernement a annulé l'extension de la taxe sur les transactions financières en France et donc fait un pas en arrière dans les actes pendant qu'il fait un pas en avant dans les paroles. La distorsion devient vraiment trop importante. Et oui, vous pensez qu'il y a un double discours? D'ailleurs, par exemple, pendant le discours très volontariste de Bonn, les lois ne suivaient pas au Parlement, qu'il s'agisse du budget de la sécurité sociale ou encore du budget dernièrement au Parlement? Oui, et c'est problématique parce que, comme vous le savez, nous sommes à la fois la première génération à percevoir les effets du changement climatique, mais on est aussi la dernière génération à pouvoir l'arrêter. Et donc ce temps de laps très court, ce temps qui s'est accéléré, nous oblige. Or, les actes qui sont posés par le gouvernement actuellement ne sont pas à la hauteur de la rapidité nécessaire des décisions à prendre. Moi, je crains donc que si une impulsion forte n'est pas donnée dans les mois à venir, le temps est très court, nous rations le coche de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez parlé de la tribune, de ces 4 ministres publiés hier. Est-ce que néanmoins, ils n'ont pas identifié le vrai problème? Le nerf de la guerre, c'est tout de même le financement de la lutte contre le réchauffement climatique? Bien sûr, les financements sont importants. Mais cette idée, qui est une idée ancienne, qui a déjà été adoptée il y a une demi-douzaine d'années, n'arrive pas à entrer en application à cause d'obstacles qui sont nombreux. Il faut persévérer, bien sûr, les 4 ministres ont raison, mais il faut dans le même temps, au niveau de responsabilité qui est le nôtre, le niveau national, prendre les bonnes décisions. Et ce qui est en cause, c'est que projet de loi de finances de la sécurité sociale, projet de budget, les décisions sont en retard sur ce qui est nécessaire. Merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir répondu à mes questions. Un décalage donc entre les paroles et les actes dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Merci à vous, Tam, et vous venez d'en parler. L'argent, c'est donc le nerf de la guerre, même pour la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis la COP21, Paris tente pourtant de se poser en leader d'une accélération du développement de la finance verte. Héloïse Grégoire.
Paris se rêve en leader mondial d'une finance dite verte. L'objectif de ce Climate Finance Day est de réunir aujourd'hui les acteurs de la finance autour de la question énergétique. Et Paris serait à la pointe de ce marché vert. Mais il y a aussi d'autres solutions à développer, comme par exemple celle des obligations vertes. Vous savez peut-être que la France est pionnière sur ces questions-là et que ça permet, c'est une solution concrète qui permet de financer des projets de transition. Bravo les banques françaises, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Pas que les banques françaises, vous savez, l'ensemble des acteurs français. Pour affirmer ce leadership, la place de Paris développe ce que l'on appelle les green bonds, soit les obligations vertes. Ce sont des emprunts supposés financer des projets compatibles avec la protection de l'environnement. Mais pour ces trois associations, l'attitude des banques est contradictoire. Paris se positionne dans le développement des obligations vertes, le développement des financements aux énergies renouvelables, également dans les règles de transparence demandées aux acteurs financiers. On leur demande aujourd'hui de calculer leur exposition aux risques climatiques. Cependant, tout ça, ça n'annule pas les impacts des milliards de financements accordés par les banques ou les investisseurs français aux énergies fossiles. Donc plus de vert, c'est bien, mais à condition d'arrêter également de financer le pétrole, le gaz et le charbon. Paris entend bien faire du Climate Finance Day un rendez-vous annuel, même si pour l'instant le marché de l'économie verte reste marginal et ne représente que 0,1% du marché obligataire mondial. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités. Maxime Combe, bonjour. Vous êtes économiste, membre d'Attaque. Vous êtes auteur de Sortons de l'âge des fossiles, manifeste pour la transition, paru aux éditions du Seuil en 2015. Face à vous, Jérôme Guibert, bonjour. Vous êtes le président de la Fabrique écologique. Cette première question pour vous, c'est un sommet climat, un de plus, on l'a dit, après la COP23. À quoi ça va servir? Moi, je crois que tout ce qui permet de mobiliser largement la société est une bonne chose. Il ne faut pas en attendre des miracles. Et à l'évidence, les annonces faites devront être ensuite prouvées et confirmées. Et de ce point de vue-là, le rôle de la société civile sera essentiel pour mesurer les progrès accomplis. Mais je pense qu'il est toujours positif que des gens se réunissent et annoncent d'aller dans un sens donné, dans le sens de la protection du climat. Il faut bien voir où on en est dans ce sujet. Nous avons affaire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un sujet qui est potentiellement une menace sur les espèces, mais qui en même temps concerne tout le monde. Et concerne y compris le mode de vie, de consommation de tout le monde. Et donc il est important qu'il y ait en effet un rassemblement des énergies sur ce sujet, et ça peut y contribuer, comme beaucoup d'autres choses peuvent y contribuer. Il faut aussi de la notoriété. On a vu Anne Hidalgo aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, Maxime Combe. Là, c'est quoi? C'est de l'affichage ou est-ce qu'on touche aussi un petit peu à la question du financement qui va être au cœur de ce sommet climat? La première des choses, c'est que si ce sommet se transforme simplement en affichage, en personnalités qui viennent se faire prendre en photo, et de l'autre côté en opération de greenwashing, de la finance qui se présente comme verte alors qu'elle ne l'est pas vraiment, ce sommet n'aura pas atteint ses objectifs, et l'objectif qui lui a été assigné par Emmanuel Macron lui-même, qui est de redonner une impulsion positive à la lutte contre les dérèglements climatiques après la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris. Et donc du coup, effectivement, aujourd'hui, tout l'enjeu est de savoir si demain soir, on aura une liste ininterrompue de 50, 100 ou 150 mini-propositions, ou est-ce qu'il y a des engagements extrêmement forts qui seront pris? Et par exemple, nous, la revendication qu'on a en tant qu'ONG, c'est qu'au moment où Paris se veut être la capitale de la finance verte, que plus un euro de plus ne soit délivré et investi dans les énergies fossiles et plus largement dans toutes les infrastructures qui sont liées à l'économie du passé, cette économie du siècle précédent. Jérôme Guibert, c'est effectivement un des enjeux. Il faut arrêter de financer les activités polluantes de l'industrie fossile. Oui, c'est un des enjeux. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Il ne faut pas se voiler la face. Toute une série de pays en voie de développement comptent sur les énergies fossiles pour leur développement. Il est impératif de les aider et de transférer des technologies pour leur permettre de passer davantage dans les énergies vertes, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. De même que on ne passera pas du jour au lendemain de l'essence vers la voiture électrique ou vers une voiture moins polluante ou vers des systèmes de déplacement plus doux. Cela dit, l'important c'est en effet le mouvement. Les ONG sont dans leur rôle de donner le sens dans lequel il faut aller. L'important c'est le mouvement et l'important c'est qu'en effet il y a une prise de conscience qu'on ne va pas assez vite. Et de ce point de vue-là, il sera important de voir, moins aujourd'hui pour le sommet de la finance que demain au niveau des chefs d'État,
que les États prennent les choses en main, ce qu'ils n'ont pas suffisamment fait au moment de la COP, pour dire, voilà, on a conscience qu'on a pris du retard, on commence à prendre du retard, il faut aller plus vite. Comment vous les sentez, les entreprises, Maxime Combe? Est-ce qu'elles ont plutôt une attitude volontariste, justement, en matière d'obligations vertes, de finances vertes? Aujourd'hui, on a beaucoup d'engagements et de déclarations publiques qui semblent aller dans le bon sens. Le problème, c'est qu'on manque de données. Les données ne sont pas toujours publiques. Et quand on regarde et qu'on arrive à récupérer les informations, nous, c'est ce qu'on a fait notamment sur ce sujet spécifique des obligations vertes, on se rend compte qu'il y a un loup dans l'affaire. Et il y a du flou, et donc il y a un loup. Par exemple, sur les obligations vertes, on s'est rendu compte qu'une obligation verte, aujourd'hui, avait permis de construire un nouvel aéroport à Mexico. Qu'une autre obligation verte avait permis à la multinationale du pétrole Repsol, l'équivalent de Total en France, de prolonger la durée de vie de ses raffineries en Espagne et au Portugal. Ça permet également à la Pologne, qui est un des pays les plus récalcitrants du point de vue de la lutte contre les dérèglements climatiques, de payer finalement une opération de greenwashing à peu de frais. Et donc nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le régulateur, les pouvoirs publics s'emparent de cette question. Nous avons effectivement besoin que la finance bascule d'un côté beaucoup plus climato-compatible. Mais ceci ne se fera pas simplement en développant une petite niche verte, aux côtés d'un océan de finances qui ne serait pas vert, mais de s'assurer que nous rentrions dans une transformation progressive de tout le secteur financier. Et ceci ne se fera pas simplement avec le bon vouloir des acteurs financiers. Il faut que le régulateur intervienne. Ouais. Et la France peut-être leader, peut-être à l'initiative justement de cette finance verte. Elle souhaite être à l'initiative, pourquoi pas, c'est une excellente nouvelle. On a d'ailleurs quelques moyens, un peu d'avance peut-être parfois sur ce sujet. Je voudrais appeler l'attention sur l'élément crucial, qui est à la fois l'élément qui se négocie dans les COP et qui, j'espère, sortira aussi des sommets, qui est en effet l'élément de mesure et de vérification de ce qui se fait. C'est absolument décisif, car nous ne pouvons plus, et la société ne peut plus, admettre qu'il y ait des promesses qui soient faites sans que derrière il y ait un système robuste de vérification pour voir ceux qui racontent en effet des bobards et ceux qui, au contraire, se mobilisent et essayent d'appliquer ce qu'ils disent. Et donc, il est tout à fait important, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais il est tout à fait important que, à la fois la communauté internationale et ensuite les différents États se mettent d'accord sur des systèmes de mesure efficaces. Par exemple, quand les entreprises françaises ou internationales proposent de consacrer 300 milliards d'euros au financement de la transition énergétique, c'est tout à fait bien en soi. Il sera extrêmement important de savoir comment tout ça est mesuré et qu'on puisse aller contrôler pour savoir comment tout ça est mesuré. Ce sera une des clés de la réussite de ce sommet aussi, justement, de se doter de ce pouvoir de vérification. Vous parliez de régulateur. Et à un moment donné, de cohérence et d'exemplarité. Si Paris se veut être le pôle leader de la finance verte à l'échelle mondiale, commençons simplement par des choses assez simples. La Caisse des dépôts et consignations, sous contrôle du Parlement, aujourd'hui, continue à investir massivement dans des secteurs qui ne sont pas climato-compatibles. Ce mardi, la Banque européenne d'investissement doit débloquer un prêt d'1,5 milliard d'euros pour construire un nouveau gazoduc immense au sud de l'Europe. La France va s'engager à travers ce financement-là. Si Emmanuel Macron est un peu sérieux du point de vue de la question du réchauffement climatique et de la cohérence des politiques publiques menées en France, il pourrait très bien décider et imposer à la BEI de ne pas délivrer ce prêt. Et de la même manière, la Caisse des dépôts et consignations, l'AFD, doivent arrêter de financer les énergies fossiles. Et ceci, effectivement, on ne va pas le faire du jour au lendemain, mais il faut à un moment donné l'acter, l'organiser et le planifier, et non pas simplement de toujours reporter à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, la crise climatique, l'urgence climatique s'aggrave chaque fois qu'on reporte à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Je pense que un des enjeux majeurs, c'est de prendre conscience que, en effet, les réserves de charbon et de pétrole et de gaz ne seront pas exploitées. Et ça, c'est un vrai sujet pour les pays qui en ont. Car les pays qui en ont peuvent se dire légitimement, on a envie d'exploiter cette richesse. Et donc, il y a une véritable discussion internationale qui doit se nouer pour savoir comment on fait, si on est sérieux et si en effet on vise les 2 degrés, ce qui veut dire que toute une série de réserves du sous-sol ne seront pas exploitées, comment on fait en sorte pour que les États, un certain nombre d'États ne se sentent pas spoliés par le fait qu'elles ne puissent pas les exploiter. Je pense que c'est une vraie réflexion qu'il faut qu'on ait au plan national et au plan international. Ça peut passer par... Mais sur le rôle de la France, Jérôme Guibert, pardon, est-ce qu'elle est suffisamment exemplaire, ce que disait Maxime Combe? Non, on n'est jamais suffisamment exemplaire. On sait bien que nous aussi, on est en retard sur l'application de la loi de transition énergétique, sur la rénovation des logements. Il y a des mesures qui sont envisagées, qui sont en préparation. On sait bien qu'on n'est pas tout à fait dans le rythme. Et donc, il est en effet important qu'on aille plus vite et plus fort. Ça exige
exige d'ailleurs, encore une fois, un travail bien sûr de l'État, mais aussi des collectivités locales, des particuliers. Encore une fois, tout le monde est concerné par ce sujet. Et aujourd'hui, par exemple, en matière de transition énergétique, on a une petite difficulté. C'est que sur la question de la finance verte, finalement, on met à disposition des financements supplémentaires pour ceux qui ont une assise financière et économique extrêmement importante. En gros, les États, les très grosses collectivités territoriales et les entreprises et les banques. Pour tout ce que sont les petits acteurs sur le territoire, les petites entreprises, les petites collectivités territoriales, nous n'avons pas l'équivalent. Un des enjeux majeurs des mois qui arrivent, c'est de créer ces canaux de financement qui vont permettre à des acteurs qui n'ont pas l'assise financière d'une multinationale d'avoir accès à des financements à des taux réduits qui permettent réellement d'investir dans la transition énergétique dont on sait que la rentabilité est quasiment certaine, mais qu'elle prend très longtemps. Donc nous avons besoin d'un appui public via éventuellement une banque publique d'investissement qui soit en mesure d'orienter les financements là où ils doivent être, avec des taux de rentabilité relativement limités, et c'est pas simplement capturé par les grands acteurs bancaires et multinationales telles que c'est aujourd'hui. Dans cette orientation-là, nous avons fait, une réflexion, par exemple, à la Fabrique écologique sur les territoires ruraux et périurbains, sur la mobilité durable. Et on s'aperçoit que quelque argent public supplémentaire sur ce sujet pour développer les solutions de covoiturage, de partage de véhicules, de prêt de véhicules par un certain nombre d'organismes publics ou d'entreprises, de pistes cyclables de raccordement qui facilitent beaucoup les choses, de vélos électriques, etc., donnerait des capacités supplémentaires formidables et permettrait de diminuer la consommation d'essence et de diesel dans ces régions. Voilà typiquement un exemple. Et en effet, pour ça, il faut que les canaux de financement aillent jusque-là. Pas un euro de plus pour les énergies fossiles. Ça implique demain qu'il y a une décision toute simple qui doit être prise en France, c'est de ne pas construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et plutôt de mettre les investissements qui étaient prévus là-dessus sur les mobilités de demain qui ne sont pas celles du siècle passé. On attend la position du chef de l'État cette semaine. Merci à vous Maxime Combe, merci Géraud Guibert. Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous allons dans les Deux-Sèvres, terre d'élection du sénateur Les Républicains Philippe Mouillet. C'est un département qui est en pointe pour l'emploi des personnes handicapées. Reportage de Fabien Riquer. Dans cet atelier niortais, on fabrique du mobilier pour enfants à destination des crèches. Depuis le bois brut jusqu'au meuble fini. Du matériel haut de gamme en hêtre massif. Sous l'œil attentif de son moniteur, Jacques prépare les tasseaux d'un lit pour bébé. Qu'est-ce que vous allez faire avec les tasseaux? Je vais les poncer. Nous sommes dans un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail. Une structure qui conjugue activité commerciale et démarche médico-sociale. Une fois le lit assemblé, Romuald vérifie que le mécanisme s'enclenche parfaitement. La précision est le maître mot. Si le travail est au service du développement des personnes handicapées, l'ESAT reste malgré tout une entreprise comme les autres. D'abord, c'est satisfaire la qualité exigée par le client. Et presque de leur faire oublier d'où ça vient. On leur dit après, au fait, c'est des personnes qu'on accueille, qu'on accompagne dans la démarche de production. Ah bon, ils font ça? Et les gens sont étonnés. Mais c'est presque, il faut d'abord, avant tout, qu'on donne satisfaction en termes de qualité. Et notre métier, c'est de faire en sorte que le produit qui sort, sort d'un monde particulier, le monde des personnes en situation de handicap. Les ESAT bénéficient de crédits de l'État. Ils sont financés indirectement par une taxe sur les entreprises qui n'embauchent pas assez de travailleurs handicapés. Une politique de quotas appliquée depuis la loi handicap de 2005 aux entreprises de plus de 20 salariés. Pour Philippe Mouillet, sénateur des Deux-Sèvres et auteur de 2 rapports sur le handicap, il faut aller plus loin. Je pense que nous sommes dans un tournant fondamental puisque nous devons améliorer l'employabilité des personnes handicapées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, près de 500 000 demandeurs d'emploi handicapés aujourd'hui recensés par Pôle emploi ou Cap emploi, son partenaire. Et puis on voit bien que le taux de chômage aujourd'hui est pratiquement 2 fois supérieur, je dirais, à la moyenne nationale. Donc dans cette période où on sent une relance économique, c'est le moment opportun de finalement remettre à plat à la fois l'organisation, à la fois, je dirais, l'image que l'on a du monde du handicap à travers le monde de l'emploi. Et donc je crois que c'est une période opportune pour pouvoir faire évoluer la société dans ce domaine. Le département des Deux-Sèvres a pris la mesure du problème il y a longtemps. Cette agence Cap Emploi est installée à Niort depuis 1980. En partenariat avec Pôle emploi, elle aide des personnes handicapées à trouver un travail. En 2016, 460 personnes ont été placées, dont 20% en CDI. Quand on approche des employeurs avec des candidats, on ne parle pas du handicap des personnes, mais plus des restrictions en relation avec les contraintes du métier. Par exemple, une personne qui a un handicap psychique, dans les restrictions, va indiquer qu'elle ne peut pas être en contact avec le public, par exemple.
Et les industriels de la région jouent le jeu, à l'image de Laurent Collat. Son entreprise fabrique des appareils de cuisson, notamment pour les bateaux. Elle est même leader mondial dans ce secteur. Il emploie une centaine de salariés dans son usine de Niort, dont 20 à 30 personnes en situation de handicap. Un véritable plus pour le climat dans l'entreprise. Je crois que c'est ça la force des personnes handicapées, c'est qu'elles ont, elles ont un naturel positif, optimiste, très fières de venir travailler dans une usine, très fières de pouvoir montrer qu'elles sont capables elles aussi de travailler dans une usine. Et donc on bénéficie très largement de cet état d'esprit. Jean-Marie réalise des branchements électriques sur des planchas. Il travaille dans l'entreprise depuis une dizaine d'années. C'est faire voir qu'on est aussi capable de faire quelque chose de nos mains, même si on est handicapé. Si le handicap a réussi à se faire une place dans le monde du travail, le prochain défi est l'accès à la formation. En France, 81% des personnes handicapées ont un niveau d'études inférieur au bac. Et Philippe Mouiller nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Bonsoir. sénateur. Les Républicains, on le voit dans ce reportage, c'est toujours un facteur de discrimination à l'emploi, finalement, le handicap. 30 ans après la première loi qui imposait justement aux entreprises de 20 salariés et plus un minimum de 6% de travailleurs handicapés. Oui, ça reste pour l'instant encore une difficulté. Je vois à ma permanence, lorsque des demandeurs d'emploi handicapés viennent me voir, ils m'indiquent que souvent ils ne l'indiquent pas dans leur CV par peur de ne pas être recrutés. Donc je crois que c'est un vrai sujet et que des mesures doivent être aujourd'hui engagées, comme j'ai pu l'évoquer dans le reportage. Ouais. Mais il y a des mesures, mais il y a aussi la loi. Il faut sanctionner davantage les entreprises qui ne respectent pas. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui le débat est sur la sanction et beaucoup plus sur l'incitation. C'est plutôt ma philosophie. Il y a un seuil qui a été fixé à 6%. On se rend compte aujourd'hui que les résultats sont en deçà. Oui, 3,3 à peu près. Oui, 3,3 dans le domaine privé, on à 5,3 dans le domaine public. Et je crois qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus mettre en avant les belles initiatives comme l'entreprise Zeno à Niort. Et je crois qu'il faut mettre en valeur à la fois ce qui fonctionne bien, montrer que c'est une plus-value pour des entreprises et non pas une contrainte. Et puis en même temps, moi je suis plutôt favorable au système des bonus-malus. Donc le mot sanction me gêne et je préfère beaucoup plus qu'il y ait une démarche générale, une démarche de l'entreprise citoyenne autour de l'enjeu du handicap. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que parlementaire, justement? Ce dossier vous tient à cœur. Alors, il y a plusieurs sujets, parce que il n'y a pas qu'une seule réponse. D'abord, comme ça a été dit dans le reportage, il y a d'abord le débat de la qualification de la formation. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des pans énormes de réformes à mettre en place au niveau de l'éducation, donc c'est entrepris aujourd'hui. Un chiffre, simplement 25% des lycéens handicapés poursuivent leurs études au niveau supérieur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des points d'amélioration. C'est vrai aussi en matière d'apprentissage. Il y a un décalage énorme. Pas suffisamment de personnes handicapées sont dans l'apprentissage, ou également ne sont pas forcément mobilisées autour de la formation professionnelle. Donc là, il y a un enjeu. Deux, c'est aussi le débat, on a vu tout à l'heure une entreprise adaptée, un ESAT, donc je crois qu'autour de tout ça, il faut aussi moderniser ce type de structure, savoir également remettre à plat l'organisation et les soutenir parce qu'il faut un travail extraordinaire, que ce soit les ESAT, comme ici Wikicat, mais également les entreprises adaptées. Et puis, dans le domaine des entreprises, on va dire, dans le domaine non protégé, je crois qu'il faut à la fois de la simplification administrative, il faut de la modernisation de la relation avec le monde du handicap, faire en sorte que le médico-social puisse rentrer dans l'entreprise, pas laisser les chefs d'entreprise seuls, finalement, face aux travailleurs handicapés. Il faut préparer à la fois les collaborateurs, ceux qui vont encadrer, et puis avoir un suivi tout au long, je dirais, de la vie du salarié dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment un lien étroit entre le monde du handicap et également, je dirais, le monde de l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est également le débat de l'accompagnement pour la recherche d'emploi. Je crois qu'il faut aujourd'hui repenser à la fois cette relation. On voit bien, c'est un travail qui doit être individualisé, travailleur handicapé par travailleur handicapé. Il faut avoir cette capacité à connaître à la fois leur capacité à travailler, mais également les difficultés dans une relation privilégiée avec les entreprises. Donc il faut un travail, je dirais, de détail. Et là, il faut vraiment consacrer les moyens face à cette situation-là pour faire en sorte que les 500 000 demandeurs d'emploi handicapés aujourd'hui puissent trouver une meilleure solution pour revenir au taux normal aujourd'hui de nos sociétés. Vous avez également travaillé, vous êtes l'auteur d'un rapport sur la prise en charge des personnes handicapées dans des établissements situés en dehors du territoire national. On évoque souvent la Belgique. Où en est-on justement de ces personnes? Alors, on a eu je dirais, suite au rapport que nous avons porté ici au Sénat, il y a déjà eu l'année dernière une première réponse avec la mise en place d'un fonds d'amorçage de 15 millions d'euros dédié justement au développement
d'offres pour les personnes qui malheureusement étaient obligées de partir en Belgique. Rappelons, à peu près 6700 personnes françaises aujourd'hui sont accueillies en Belgique pour un coût global de 400 millions d'euros. C'est-à-dire que la France, par le biais de l'assurance maladie ou des départements, finance 400 millions d'euros, je dirais, l'accueil de ces personnes qui n'ont pas de réponse en France. Alors, il y a à la fois ce fonds d'amorçage, il y a aussi la mise en place d'un accueil différent qui est valorisé par les MDPH. On appelle ça la réponse accompagnée pour tous. Aujourd'hui, on travaille, je dirais peut-être plus finement encore, sur la recherche de solutions. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans cette démarche-là, à travers un parcours de vie. Et je crois que c'est une remise à plat de l'offre médico-sociale qui doit être également dévolue. Pas simplement des places dans l'établissement, c'est également des services à développer. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, et j'ai rencontré la secrétaire d'État Sophie Cluzel sur le sujet, a à cœur de pouvoir prendre en main, prendre ce problème et de le mettre sur le bureau de façon à essayer de mettre en place rapidement des solutions. Mais le chantier est important. Bien, merci beaucoup Philippe Mouillet d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin. Très bonne soirée à tous et à demain, 16h30. Merci beaucoup.